PER, PE, accent grave, RES. Mais une chambre à soi, mais ce n'est pas justement toujours évident, précisément dans les conditions socio-économiques que j'évoque. Et donc, voilà, les mois, les semaines qui précèdent 68, et en particulier cette année 67, sans dire que ce sont des prémices, vous voyez, parce que ça serait vraiment avoir une lecture comme ça un peu linéaire, tout mène nécessairement à 68. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on pouvait prévoir 68, mais simplement qu'il y avait évidemment des ingrédients déjà très puissants dans les mois qui ont précédé. Et les premiers pavés ne sont pas du tout lancés à Paris, dans le quartier latin, sur le boulevard Saint-Michel. Ils sont lancés à Quimper le 2 octobre 1967 par des agriculteurs extrêmement en colère, et notamment en colère face à Bruxelles. Déjà, on parle beaucoup de Bruxelles, du marché commun, de l'idée comme ça d'une Europe à deux vitesses, et d'une compétition économique exacerbée qui touche et qui affecte plus particulièrement les agricultrices et les agriculteurs les plus fragiles, en fait. Alors, à chaque fois que je vais parler des agriculteurs, des ouvriers, de la police, il faudra toujours nuancer, montrer qu'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'homogénéité, hein, parce que bien sûr, dans ces années 67-68, il y a des agriculteurs très conservateurs qui vont voir d'un très mauvais œil l'irruption de 68, mais beaucoup qui vont au contraire s'engager dans le mouvement. 68, alors voilà, ça c'est un scoop. Voilà, il faut avoir fait beaucoup d'études d'histoire pour en arriver à cette hypothèse, c'est que 68 commence en janvier, voilà, et ne commence pas en mars ou ne commence pas en mai. Mais en fait, c'est valable pas seulement en termes de calendrier, voilà, mais aussi de rapport historique et social et politique à l'événement. Parce qu'on dit toujours, bon, enfin, quand on veut faire démarrer l'événement 68, alors soit on parle du 3 mai, à la Sorbonne, avec les premiers affrontements avec la police, les centaines d'arrestations, libérer nos camarades, etc. Ou alors, éventuellement, on parle du 22 mars à Nanterre, hein, la création du mouvement dans le sillage de l'occupation des locaux de la présidence et de l'administration à Nanterre. Mais c'est faire peu de cas de ce qui s'est passé dans les semaines précédentes et qui a été tout aussi important. Et en particulier à Caen, hein, dans le Calvados, en janvier-février 68. Pourquoi c'est si important? D'abord parce que c'est une grève ouvrière, c'est une grève de jeunes ouvrières et ouvriers du textile, surtout de la métallurgie, de la mécanique. Beaucoup d'entreprises sous-traitantes, de l'automobile, qui ont été délocalisées dans l'Ouest. Pour des raisons qu'on peut imaginer, c'est-à-dire payer cette main-d'œuvre beaucoup moins qu'en région parisienne ou dans d'autres grandes villes. Ce sont en particulier des jeunes qui sont les premiers de leur famille à basculer du monde rural au monde ouvrier. Et donc dont les employeurs peuvent imaginer que ça sera une main-d'œuvre plus servile, plus docile. Et en réalité, c'est une grève très dure qui a cette autre particularité d'être soutenue par des gens qui viennent justement apporter leur aide sur les piquets de grève et dans les affrontements avec les CRS et les gendarmes mobiles. Donc on va trouver justement des agriculteurs qui vont se joindre au mouvement, on va trouver des enseignants, des étudiants qui viennent prêter main forte aux grévistes, à telle enseigne que en fait, le préfet du Calvados, Gaston Pontagne, j'ai beaucoup travaillé sur les archives départementales, je suis allée un petit peu partout pour faire un petit tour de France et un peu ailleurs sur ce qui se passait, hein, pour décentrer le regard par rapport à Paris, par rapport aux grandes villes aussi de manière générale. Et là, on voit dans les archives préfectorales que le préfet du Calvados, Gaston Pontagne, insiste chaque jour auprès du ministère de l'Intérieur pour dire ce qui se passe ici, avec cette espèce d'alliance entre des ouvriers, des paysans, des étudiants, d'autres secteurs salariés, dans cette grève-là, très déterminée et extrêmement tenace face aux forces de l'ordre, ça pourrait tout à fait se reproduire à l'échelle nationale. Et d'ailleurs, on ne va pas manquer, à partir de début mai, de le souligner. Bon, ça, c'est, je ne vais pas forcément vous détailler à chaque fois de quelle source il s'agit, mais vous pouvez éventuellement me demander si ça vous intéresse. Mais là, bon, là c'est le Centre d'histoire du travail à Nantes. Et là, voilà, ça c'est un tract de l'Association générale des étudiants nantais.
qui disent les CRS sont les mêmes à Paris, Quimper, Redon et Caen. C'est-à-dire c'est déjà une manière de dire voilà, il y a une solidarité sociale et géographique. Les étudiants, à partir de début mai, ne sont pas les seuls concernés par la répression policière, mais ça s'est déjà produit ailleurs, et notamment face à des agriculteurs et face à des ouvriers. Il y a un autre aspect qu'on évoque vraiment très peu sur la période, et pour cause, parce qu'on se dit le chômage, c'est vraiment à partir de la crise des années 70, 73, premier choc pétrolier, etc. Mais en réalité, pour les contemporains de 68, la question commence à se poser de manière lancinante. Je vous en donne un exemple, c'est la banderole de la CGT le 1er mai 68, ça c'est les archives départementales de Charente-Maritime, et en fait on retrouve ça de manière vraiment obsédante. Et ce qu'on voit justement dans ces archives départementales, c'est que dans beaucoup d'endroits, il y a des entreprises qui ferment ou qui licencient. Parce que la compétition internationale est de plus en plus exacerbée, c'est ce qu'on appelle au niveau de la libéralisation des échanges internationaux le Kennedy Round. Donc en fait, il faut que les économies nationales soient plus compétitives. Et dans cette compétition, il y a justement des victimes et donc des licenciements. On estime à cette époque qu'il y a environ 470 000 à 500 000 chômeurs. Donc évidemment, c'est sans comparaison avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Simplement, à ce moment-là, ça apparaît vraiment comme un fléau. D'autant plus qu'il touche les jeunes. Et c'est pas anodin que la NPE, l'Agence nationale pour l'emploi, ait été fondée en 1967, justement, et qu'il y a aussi un nouveau portefeuille ministériel qui est créé, c'est le portefeuille du ministre, du secrétaire d'État à l'emploi, justement, et c'est Jacques Chirac qui l'occupe le premier. Bon. Et Jacques Chirac, à cette époque, ses détracteurs appellent Monsieur Chômage. Voilà, signe que quelque chose se passe aussi de l'ordre d'une inquiétude, d'une économie qui rentre dans une crise. Il y a un certain nombre d'observateurs, d'ailleurs les représentants des confédérations syndicales, mais ils ne sont pas les seuls, posent déjà le mot de crise économique, et même dans certains milieux patronaux, on en parle. Donc il faut se le rappeler, encore une fois, 68, c'est vraiment un moment, c'est ce qui fait l'alchimie aussi de l'événement, c'est ce qui fait qu'à un moment il y a un événement, alors que dans les mois précédents il se passe déjà beaucoup de choses. Par exemple aussi beaucoup de manifestations, de pétitions, de comités de défense de la sécurité sociale qui, avec les ordonnances de 67, est considérée comme mise en cause. Donc il se passe plein de choses avant, mais ce qui fait qu'il y a un événement véritablement, et on va essayer d'en comprendre les attendus sans les raconter, mais c'est que différents secteurs, différents mondes sociaux finalement se rencontrent dans une perspective qui est à la fois très hétérogène dans ses aspirations, mais quand même se retrouve dans le grand espoir de changer la vie. Changer la vie, c'était quand même d'abord les mots de Rimbaud avant de devenir le slogan d'un parti politique dans les années 70. Donc il y a aussi ces agriculteurs qui manifestent, et parmi les premières manifestations, encore une fois, il n'y a pas qu'au quartier latin qu'on manifeste, mais le 8 mai, c'est une grande journée de mobilisation, notamment dans l'ouest, l'ouest de la France, avec l'ouest veut vivre, mais on trouve ça ailleurs, on trouve ça du côté du pays de Montbéliard, de Besançon, des pourtours du Massif central, etc. Comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas comprendre 68 si on n'a pas en tête cette perspective internationale. Le fait que finalement, ce qu'on trouve ici à Columbia, en 68, Uprising in Columbia, c'est vraiment 68, c'est énorme, d'ailleurs ça a commencé avant. Ce qu'on trouve aussi bien sur les campus des États-Unis, on va également le retrouver, ce genre d'image d'affrontement entre la jeunesse et les forces de l'ordre. On la retrouve à Tokyo, on la retrouve à Milan, dans les universités qui sont appelées des universités critiques, parce que déjà depuis 1966 en Italie, les étudiants, comme vous pouvez le voir ici, alors ça c'est le journal La Montagne, c'est ce qu'on lit en une de La Montagne en juin 68, c'est la connaissance aussi de ce qui se passe ailleurs, et ça se diffuse beaucoup. On sait que les étudiants, en effet, se mobilisent déjà depuis plusieurs années, à Milan, à Turin, à Trente, à Rome, dans des plus petites villes comme Lucques par exemple. Donc voilà, il se passe des choses un peu partout, à Berlin bien évidemment, à Louvain. Ce sur quoi on insiste moins, c'est que ce mouvement, il est vraiment, il est mondial, et il y a des révoltes de jeunes à Dakar, à Tunis, à Alger, à Istanbul, à Ankara, à Téhéran, au Cap. Et puis bien sûr dans l'Amérique latine,
voilà, où il y a beaucoup de mouvements d'insurrection, voire de révolution depuis celle de Cuba en 1959. Bien sûr, ce qui se passera à Mexico, hein, c'est un peu plus tard. La particularité du Mexique, c'est que justement, il n'y a pas seulement des étudiants, comme c'est le cas en Italie ou en Allemagne. L'Italie, ça va aussi très vite changer, où le monde ouvrier va rentrer dans la mobilisation, mais au Mexique, il y a aussi des grèves ouvrières et un mouvement de jeunesse qui sera très gravement réprimé en août 1968, au moment même des Jeux Olympiques qui se tiennent à Mexico et qui se tiennent plutôt tranquillement dans l'indifférence générale des nations compétitrices. Mais pourtant, il y a eu 200 morts quand même à Mexico début août 1968 dans cette répression. En fait, le monde est de plus en plus ébréché finalement. Ce qui est ébréché, là il y a des brèches, c'est dans la coexistence pacifique au cœur de la guerre froide, et c'est ce qui donne à certains l'idée qu'une perspective révolutionnaire est possible. Alors quand je dis révolutionnaire, on peut tout entendre dans ce mot, hein, on pourra en reparler. Révolution, c'est un mot qui est très présent en 68. Après, chacune et chacun peut y mettre des perspectives très différentes. Le statu quo qui existait jusque depuis 1944-45 entre l'Union soviétique et les États-Unis, entre les deux grands blocs, commence à sentir un certain nombre de failles. La guerre du Vietnam, bien évidemment, du côté des États-Unis, qui est contestée partout dans le monde, et c'est la raison pour laquelle on va avoir vraiment un anti-impérialisme se développer, l'anti-impérialisme. En France, c'est très important parce que pour beaucoup, c'est une manière en quelque sorte de déplacer l'anticolonialisme qui avait été très vivace pendant la guerre d'Algérie. Donc une opposition très forte à l'intervention militaire des États-Unis au Vietnam, ce qui fait que de Tokyo à San Francisco, il va y avoir précisément ces mouvements, ces cortèges et des influences aussi réciproques. C'est pour ça que je disais dans le titre là, l'intertitre, c'est transnational. C'est pas seulement une juxtaposition de révolte nationale, mais il y a des passages aussi, il y a des gens qui viennent ici ou là, qui voyagent, qui apportent leur savoir-faire, leurs expériences, etc. Et donc, par exemple, des manifestations, un certain type de manifestations où on court, on fait des sit-ins, etc., ça vient plutôt de Tokyo, et puis c'est importé aux États-Unis, et après ça arrive en Europe, etc. Donc ça circule. Et puis l'autre brèche très importante, c'est évidemment le printemps de Prague. Ce qui se passe à l'Est, la contestation qui déjà depuis des années émerge dans les dites démocraties populaires, donc avec déjà ce qui s'était passé en Hongrie, à Budapest en 1956, et l'écrasement de l'insurrection de Budapest, des dissidents polonais qui aspirent à un socialisme démocratique, qui ont pour certains été emprisonnés, mais dont les lettres circulent, les lettres adressées au Parti communiste polonais circulent et sont traduites un peu partout en Europe occidentale. Et puis bien sûr ce printemps de Prague qui donne l'espoir justement d'une démocratisation du régime dans un cadre qui, aux yeux des participants à ce mouvement de Prague, doit toujours rester socialiste. Donc il y a cette idée que voilà, un troisième espace s'ouvre, qui est aussi l'espace des peuples qu'on appelle à l'époque du tiers-monde. Voilà, donc l'importance aussi des soulèvements anticoloniaux et même les rapports des renseignements généraux. Hein, donc, voilà, au passage, je vous dirai un petit peu sur quel type d'archives j'ai travaillé, mais j'ai beaucoup travaillé aussi sur les archives policières, les archives des renseignements généraux, et donc c'est une mine d'or souvent pour pas seulement pour saisir leur point de vue à eux, et je pourrais y revenir, mais de manière plus générale, faire donner une perception de ce qui se passe un peu partout dans le pays. Je vous rassure, enfin pour ceux ou celles que j'aurais à rassurer sur ce point, j'ai aussi beaucoup travaillé sur les documents des syndicats, des mouvements, des organisations politiques, des comités d'action, des comités de grève, des comités de quartier, etc. Donc la police, c'est un univers à part, mais qui nous donne vraiment une sensibilité très forte à l'événement. Et les rapports des renseignements généraux disent à quel point l'influence de Guevara, bien sûr, de Castro, dans une beaucoup moindre mesure, la révolution culturelle chinoise, parce qu'on n'en connaît pas grand-chose à cette époque, et pour ceux et celles qui espèrent en elle, bon, c'est surtout l'idée de lutter contre la bureaucratie, du régime, etc. On ne perçoit pas encore la dimension extrêmement meurtrière qui adviendra finalement dans cette révolution culturelle